Bonjour et bienvenue sur Radio Philo, la radio qui file haut, où les questions qu'on pose ont plus d'importance que les réponses qu'on leur trouve. Il y a deux personnes qui tiennent la barre. Moi, Rémi, éternel étudiant de la vie qui ne sait qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Moi, c'est Simon, ancien prof de philo reconverti dans le coaching. Merci Simon. Et aujourd'hui, on vous propose de parler d'identité. Et la première question que j'aurais te poser, Simon, c'est qu'est-ce que l'identité? Eh bien, c'est une excellente question, Rémi. En fait, l'identité, finalement, c'est un truc assez abstrait. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Il y a, tu vois, si on prend la carte d'identité, c'est une carte sur laquelle est inscrit notre nom, notre prénom, adresse, etc., etc. À travers ce document, qu'est-ce que ça dit vraiment de nous? À travers la question de l'identité, c'est cette grande question abyssale qui est qui suis-je? Et de là, il y a plusieurs écoles. Il y en a des écoles, on va les appeler les écoles de la mêmeté, ou de la permanence, qui sont de dire que l'identité, c'est quelque chose qui ne bouge pas, qui ne change pas, qui résiste à travers le temps. Et d'autres personnes, un peu plus comme Clément Rosset ou Parfit aux États-Unis, qui vont plutôt dire que l'identité, ça n'existe pas. Étant donné qu'on n'est pas, ce que disait Héraclite déjà, c'est on se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, c'est qu'on va se dire, bah, on n'est pas la même personne tout le temps. Du coup, comme il n'y a aucune permanence, on peut pas dire qu'on est quelqu'un ou quelque chose ou quoi que ce soit. Ouais, d'accord. Est-ce que c'est pas les deux finalement? Parce que bah moi, Rémi, ça change pas. Ça, c'est quelque chose qui est permanent. Mais par contre, mes envies, mes désirs, mes besoins, ça, ce sont des choses qui Mhm. changent. C'est un peu ça. C'est pour ça que je parlais de la mêmeté ou de l'ipséité aussi. Ça, on est plus chez Paul Ricoeur, qui est que, si je ne me trompe pas, l'ipséité, ça va être le fait que, tu vois, tu vas voir une photo de Rémi, je sais pas, à 5 ans, et tu vas te reconnaître par rapport à l'âge que tu as. Tu vas dire, cette personne qui ne ressemble, bah, alors peut-être tu as des traits physiques, caractéristiques ou quoi que ce soit, cette personne-ci sur la photo, c'est la même personne que moi maintenant, et dans 60 ans, oui, si, pourquoi pas, tu pourras aussi te reconnaître aussi. Mais là, on voit un petit peu cette question comment dire, de l'identité comme quelque chose qui se construit au fur et à mesure. Ça sous-entend aussi que si c'est permanent, c'est qu'il y a peut-être moins de liberté que si c'est quelque chose qui change au fur et à mesure du temps. Hmm. Ouais, c'est plus contraignant. Mhm. Du coup, à partir de là, on peut se poser la question, qu'est-ce qui nous définit? Parce que il y en a beaucoup disent que c'est le travail. Quand on dit tu fais quoi? Bah, je suis, on dit le nom du boulot. Mais ça peut être quelqu'un. Comment tu te définirais, tiens? Ouais. En fait, je peux me définir par ce que je possède, Mhm, je peux me définir par ce que j'ai fait, et je peux me définir par ce que je sais. mhm, Mais je pense que la meilleure définition, c'est me définir par ce que je suis. Et en fait, le fait d'être, ça se répercute sur le fait de faire, d'avoir et de savoir. Je mhm, peux dire, bah, je suis un artiste, de la même manière que je suis un ingénieur aussi, de la même manière que je suis un ami, que je suis un amant, que je suis un enseignant. mhm, Mais est-ce que chacune de ces parts-là me définit entièrement? Non. Est-ce que même la combinaison de ces parts-là me définit entièrement? Non. Parce qu'il y a toujours des moments où bah, je peux être hors de moi, je peux être mhm, colérique, je peux être triste. Donc finalement, c'est difficile, je trouve, de mhm, répondre à la question comment je me définirais. Tu peux aussi te définir par ce que tu possèdes. Bah, j'ai une maison, j'ai tant d'argent, j'ai une voiture, j'ai j'ai des enfants, j'ai un mhm. chien, j'ai... Tu peux te définir comme ça aussi. Mais Non. est-ce que ça te définit vraiment? Là, dans ce que tu dis, c'est que tu définis ton être par ton avoir, du coup. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est... C'est, alors, c'est pas biaisé, c'est pas faux, mais c'est vrai que c'est vraiment t'imagines si vraiment on devait se rencontrer comme ça, ah, qui êtes-vous? Et tu mets, je sais pas, une journée à dire exactement qui tu es, qu'est-ce que tu fais, etc. Mais c'est vraiment ça qui est intéressant, parce que là, il y a le philosophe Pascal dans ses pensées, qui a une pensée qui s'appelle Qu'est-ce que le moi, où il explique, il prend l'exemple
d'un gars qui l'observe du haut de sa fenêtre. En gros, il dit, mais est-ce qu'il me regarde moi vraiment? Non, pas vraiment. Il regarde l'aspect social de ce qu'est le moi. Après, il parle de, oui, mais si on m'aime pour ma mémoire, mon intelligence, etc., est-ce qu'on m'aime vraiment moi en tant qu'individu? Et si on m'aime pour ma beauté, est-ce que je crois qu'il parle de la petite vérole qui peut arriver sur mon visage, est-ce qu'on va encore m'aimer ou quelque chose comme ça? Et du coup, il arrive vraiment à cette conclusion que quand on parle de soi, ça n'existe pas dans la mesure où on parle d'un agrégat de propriétés, mais ces propriétés nous ont été données en quelque sorte par la nature. Tu vois, on pourrait dire qu'on ne naît pas beau, si, enfin si, on peut devenir beau, mais généralement il y a des propriétés à la naissance qui vont faire qu'on aura un visage plus ou moins disgracieux à l'avenir, une intelligence plus ou moins grande ou limitée à l'avenir, etc., etc. Et du coup, ce qu'il explique par là, c'est qu'il y a, dans tout ce que l'on est, qu'on a, qu'on obtient, et cetera, il y a des choses qui sont plus des dons de la nature, même si on peut les acquérir par la suite, mais qui font que, il y a le vide à travers cette question du moi. Il y avait le philosophe Hume aussi qui, je crois que je ne sais plus dans quel de ses bouquins, mais on s'en fout, hem, qui disait il avait pratiqué l'introspection pour essayer d'arriver à ce fameux moi dont on parlait beaucoup, mais qu'il ne le trouve pas. Et c'est vrai que c'est vraiment une question luxueuse de se poser, qu'on peut se poser, de se dire mais qui on est vraiment. C'est c'est toujours dès l'instant où tu pars de la comment dire? Dès que tu as dépassé le stade de la survie, où tu peux te poser des questions, si on reprend un peu la pyramide de Maslow, où tu peux te poser des questions plus d'ordre d'accomplissement personnel, de savoir qui on est, qui on a envie d'être. Mm. Et en fait, là, pendant que tu parlais, je réfléchissais à nouveau à cette question de qui suis-je? Et Mmh. les moments. Alors, du coup, c'est plus les moments où j'ai vraiment l'impression d'exprimer qui je suis. Mmh. Je pense qu'il y a une partie de la réponse de ce côté-là, parce que là, je le sens, je le vibre. Et là, je fais des podcasts en forêt, par exemple. Je Mmh. sens que c'est vraiment moi qui m'exprime là. C'est mon envie, ce sont mes besoins, ce sont des choses comme ça. Et un autre exemple aussi, c'est la dernière fois, j'ai fait une vidéo sur les 14 produits pour peindre sur du grand format. Mmh. Et là-dedans, je démarre la vidéo en disant, bah, le premier produit indispensable, c'est un paquet de chocobons. Et là, en fait, je me dis, mais c'est ça, moi. Mmh. Parce que finalement, l'information de ah bah voilà, voici telle palette, voici tel pinceau, voici. Effectivement, personne pourra faire une vidéo comme je l'ai faite là. Mmh. Mais le fait de dire bah un paquet de chocobons, je me dis ça, mais ça, personne, il n'y a que moi, Mmh. quelque part, qui peut faire ce genre de choses, Mmh. qui m'autorise à faire ce genre de choses. Et ça, j'ai l'impression que je touche du doigt le truc. La question de l'identité. Et j'ai l'impression, ah bon, après, ça, c'est vraiment ma perception des choses. L'identité, elle est liée au côté unique en toi. Et il y a plein Mmh. de choses sur lesquelles, bah oui, je possède, j'ai une voiture, et d'ailleurs, j'ai même pas de voiture, mais supposons, j'ai une voiture, et ben, ça, tout le monde, il y a plein de gens qui l'ont aussi. Donc finalement, j'ai pas l'impression d'être si unique que ça. Mmh. Plus on, plus j'ai des traits qui sont un peu uniques, par exemple le fait de peindre à l'aquarelle, j'ai l'impression que ça, bah, tout le monde ne le fait pas. Mmh. Donc ça, oui, peut-être que ça fait partie de mon identité. Et la question que je me pose, c'est est-ce que les parts de toi qui ne sont pas facilement reproductibles, ou en tout cas qui sont uniques selon toi, est-ce que c'est pas ça ton identité? Mmh. Bah, je pense que oui, parce que là, finalement, de savoir qui on est ou qui suis-je, et cetera, c'est pas que c'est une fausse question, c'est qu'on s'en fout parce qu'on est forcément quelque chose ou quelqu'un, sinon on n'existerait pas. Mais c'est pour ça, de ce que tu décris, c'est plus une définition, bergsonienne de la liberté et de l'identité, où il dit cette phrase, où il dit: «Je suis libre quand ce que je fais me ressemble». Et finalement, OK, on va dire: «Oui, mais ça ressemble à qui? À quoi?» et cetera. Bon, on s'en fout. Pour le coup, c'est un pur ressenti. C'est vraiment, tu vois, il y a beaucoup de personnes, je pense, qui, se construisent une identité qui n'est pas la leur, mais qui est plutôt
ils deviennent ce qu'on attend qu'ils deviennent. Au sens où ah, mes parents m'ont dit que je devais être comme ça, donc je vais jouer le rôle de la personne comme ça. Et je pense que qui suis-je, c'est aussi je suis une liberté, je suis un projet, je suis le projet de soi. Et, et vraiment, c'est quand tu t'abroges, du coup, à mon avis, de tous les dictats sociaux, du on, etc., que tu t'autorises à te ressembler, du coup, qui tu es au plus profond. Et ça, on ne le saura jamais, on va le découvrir au fur et à mesure du temps. Et c'est cette sensation, on parle beaucoup d'alignement à notre époque, mais de ressemblance entre tu vois, on pourrait peut-être se poser la question de savoir si on est la bonne personne ou pas. C'est si j'oublie tout le regard des autres, tout ce qu'on m'a dit depuis mon enfance, etc., est-ce que ce que je fais, je le ferai quand même? Tu vois. Dans le cas des chocobons, peut-être que par le travail que tu as fait sur toi-même, tu t'autorises du coup à dire cette phrase-ci, et peut-être qu'il y a quelques années, au fond de toi, tu aurais voulu dire cette phrase, mais tu l'aurais peut-être pas, t'aurais peut-être pas osé. Un petit peu comme, tu vois, dans les rendez-vous quand tu as un prospect ou même dans le coaching, on dit souvent, oui, mais si tu as 1 million d'euros sur ton compte, qu'est-ce que tu ferais? Pour enlever la barrière de je ne peux pas parce que pas d'argent. On pourrait faire la même chose, toi, si, euh, si tu, comment dire, si on s'abroge de vraiment de tout ce qu'on peut dire de toi, et qu'il n'y a que le regard qu'on porte sur soi, du coup, qu'est-ce que tu ferais? Bah, peut-être qu'on commencerait une vidéo par dire que l'ingrédient indispensable, c'est un paquet de chocobons. J'ai l'impression que si une partie de la réponse, elle se situe dans le fait d'embrasser les parts sombres de soi-même. Ou en tout cas, Oui. les parts qu'on considère comme sombres. Mhm. Que là, quelque part, j'ai fait la vidéo et l'envie de montrer les chocobons était supérieure au jugement qu'on pourrait faire Mhm. nous, en se disant, attends, mais le mec, il fait des cours de peinture, il enseigne l'aquarelle et il me parle de chocobons, mais c'est qui ce guignol? Et Mhm. c'est vrai qu'il y a une pensée qui est venue comme ça quand j'ai fait la vidéo. Je fais, ouais, bon, les gens, ils vont peut-être se dire que je suis complètement taré. Mais je me disais, bah ouais, mais en fait, c'est moi, quoi. Donc, Mhm. si les gens, c'est assumer quelque part que, bah, on va pas plaire à tout le monde. Mhm. Et comme tu dis, c'est ne plus suivre les injonctions, ne plus suivre les injonctions de qui sais-je ou que sais-je, et plutôt se dire, bah, t'as envie de le faire, vas-y, fais-le. Mhm. Ce qui veut pas dire, bah, j'ai envie de tuer quelqu'un, je vais le tuer. Non, c'est sûr. Dire ça. Mais ça veut dire exprimer tes envies en fonction du moment où elles arrivent. Mhm. Si ils sont entre guillemets, je veux dire, socialement acceptables, au sens effectivement, pas tuer quelqu'un, tiens, j'ai envie de me promener à poil dans la rue, c'est chaud quand même, il y a des enfants ou quoi que ce soit. Mais comment dire, c'est pour ça que le but, quand on dit s'abroger du regard des autres, c'est pas s'en foutre de tout. La honte est une émotion sociale qui a quand même son utilité. C'est c'est ce qui permet justement de vivre en collectivité et que ça se passe bien. C'est l'excès, en fait. C'est pas, en fait, faut pas confondre la honte et la culpabilité. Il y a beaucoup de personnes qui vont, tu vois, si on prend l'exemple des, ou alors, tiens, tu marches dans la rue, tu as envie de chanter du Rihanna. Hop. C'est pas interdit par la loi, c'est pas, ça fait mal à personne, sauf si on chante très très faux. Mais tu vois, il y aura la honte qui va dire non, je vais pas le faire alors que j'ai très envie de le chanter. Alors que tu peux avoir le casque dans les oreilles, la musique à fond et t'es super content. Et par contre, tu peux dire ah, je me sens coupable comment dire, d'oser faire quelque chose qui me fait envie. Notamment chanter du Rihanna à tue-tête. Et généralement, les personnes, elles vont ensuite se sentir coupables de ne pas avoir osé être elles-mêmes. Mais surtout, si on n'ose pas faire ce qui nous ressemble, d'une certaine manière, c'est qu'on prend pas la responsabilité de qui on est. C'est qu'on laisse autrui et le monde décider de qui on doit être. Et cependant, tu vois, c'est comme, je crois que c'est Sartre qui dit ça, c'est choisir de ne pas choisir, c'est choisir quand même. Tu vois, si tu as le choix entre, je sais pas, enfin, je sais pas, tu as le choix entre choix A, choix B, que tu choisis de ne pas choisir, il y a forcément quelqu'un qui va devoir choisir pour toi. Et c'est ça, en fait, ce qui se passe dans la plupart des cas, c'est que la plupart du temps, comme dit la chanson, on choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On peut choisir de la phénoménologie qu'il y a de ressentir l'effet que ça fait.
d'avoir tel parent, telle famille ou telle vie. Mais effectivement, beaucoup de personnes n'osent pas prendre la responsabilité de leur vie et laissent une société, un patron, des parents, des familles toxiques, une relation, déplaisante et cetera, décider de leur vie à leur place. Si on ne peut pas vraiment répondre à cette question de qui suis-je, quelles sont les autres questions qui peuvent nous aider à y répondre? Bah, soit par la négativité, qui je ne suis pas. Hmm. Et généralement, ça, on le ressent, tu vois, quand tu dis quelque chose sur l'effet de l'alcool, de la colère, dire ah c'est pas moi, désolé, j'ai dit ça sous l'effet de la colère, mais c'est pas mon vrai moi. Et aussi, bah, qui ai-je envie d'être? Est-ce qu'on a envie d'être le type de personne qui ne décide pas de sa vie, qui se laisse. Alors, c'est pas un jugement, ça, c'est ok de vouloir être Tails plutôt que Sonic ou Luigi plutôt que Mario. Enfin, je sais pas, enfin, vraiment le second rôle, tu vois, quelqu'un de suiveur, c'est ok. Mais faut se poser cette question aussi. Quel type de personne ai-je envie d'être? Si je prends moi en 2015, j'angoissais pour rien, je stressais pour rien, j'étais en mode victime, etc. À un moment, c'est une décision, je ne veux plus être ce type de personne-ci. Ça ne veut pas dire qu'on sait qui on doit être. En tout cas, on faut décider de qui on a envie d'être. Et de dire, bah, j'ai plutôt envie d'être le type de personne proactive, qui prend ses responsabilités, qui dit les choses et les fait, etc., etc. Et après, c'est par le biais de l'action qu'on devient qu'on devient quelqu'un, du coup. Ça veut pas dire qu'on est personne, ça veut dire qu'on devient une autre personne. Ouais, 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 ouais. Et puis là, ces derniers temps, j'ai pas mal de moments où j'ai des larmes de gratitude, le fait de Mhm, penser à certaines choses, de penser aussi à d'autres, à des événements qui se sont déroulés, notamment avec des élèves, par exemple. À un moment, j'étais en train de, bah justement, là, j'étais au téléphone avec Séverine, mhm. avec qui je fais un suivi individuel Ouais. dans le cadre d'une formation. Et puis, à un moment, il me dit, ben ouais, mais tu vois, la couleur marron et la couleur rouge, ça se marie pas bien ensemble. Et je fais, ah ouais, bah écoute, on va tester. Et on a testé. Et Mhm, ça se marie super bien, en mhm, fait. C'est mhm, juste qu'il y a une certaine manière de faire pour que ça se marie bien. mhm, Et là, quand j'ai vu les pigments qui étaient en train de fuser sur le papier, j'ai dit, mais tu vois, c'est trop beau ça. Et mhm, en fait, j'en ai les larmes aux yeux en regardant ça. mhm, Et là, je me dis, je suis en train de toucher du doigt. En fait, quand on a les larmes aux yeux, je pense qu'on touche du doigt vraiment qui on est. mhm. En tout cas, on est vraiment dans l'instant présent où on doit être ici, le hic et nunc, le ici et maintenant. Mais effectivement, faut aussi se fier au corps. Et souvent, ça se voit hein, quand on fait les choses à contre-cœur, contre notre gré, qu'on dit ah tu peux me rendre ce service et que on dit oui alors qu'on pense non, etc., etc. Ça se ressent au niveau souvent au plexus solaire ou au niveau de la gorge nouée ou des choses comme ça. C'est les signaux de que notre corps ne ressent pas, qu'il y a une contradiction en tout cas entre ce que l'on dit et ce que l'on ressent. Hmm. Ouais, donc écouter son corps, identifier ce qu'on ne veut pas être, identifier la personne qu'on a envie de devenir. Mais Mhm. identifier la personne qu'on a envie de devenir, est-ce que c'est pas une fuite en avant en se disant, bah finalement, justement, on parlait de l'instant présent. Est-ce que je peux pas avoir juste de la gratitude pour qui je suis aujourd'hui? Bah si, déjà se remercier d'avoir survécu jusqu'ici, parce que au sens où, non pas au sens où la vie est difficile, mais il y a deux choses, c'est la gratitude selon Épicure. Enfin, en tout cas, il parle pas de ça, mais moi j'en parle comme ça. C'est que chez Épicure, il dit, ouais, mais tout ce qu'on vit, ça aurait très bien pu ne pas exister. Notre monde aurait pu ne pas exister, la vie sur Terre aurait pu ne pas exister, et nous, en tant qu'individus, on aurait pu ne pas exister. Donc déjà, se remercier, on va dire, la nature ou l'univers de nous offrir cette existence. Et ensuite, se remercier aussi d'avoir réussi à survivre jusqu'ici, parce que finalement, c'est pas, à notre époque, c'est plus simple, mais il y a tout qui, comment dire, c'est pas aussi simple que ça tout le temps. Il y a plein de moments où on a envie de jeter l'éponge, de lâcher l'affaire, dire ouais, bah, c'est bon, je m'en fous, et puis basta. Donc se remercier d'avoir quand même, s'être maintenu en vie. Et après, tu peux avoir de la gratitude pour le ici maintenant de ce que tu vis. Mais en fait, quand je dis décider de qui on veut être, c'est plus pour, comme notre identité
pour moi, elle est vraiment constituée de ce qu'on fait. On fait, donc on devient. Bah, il faut réfléchir, c'est ce que je fais avec mes clients notamment. Si je prends une cliente que j'ai en ce moment, qui on travaille l'affirmation de soi et je lui dis: «Bah, c'est qui ton modèle, ton idéal à atteindre?» Elle me parle d'une super héroïne, qui s'appelle Supergirl, je crois, et du coup, l'idée c'est de dire: «OK, on voilà, on se met dans cette situation, que ferait Supergirl?» Du coup. «Ah bah, elle ferait ça, elle ferait ça, elle ferait ça». OK, remplace elle par je. Ah bah, je fais ça, je fais ça, je fais ça, et c'est comme ça que progressivement, tu deviens la personne que tu as envie d'être, Hmm. en instaurant les actions. Ouais, cohérente avec la personne que tu as envie de devenir. C'est ça. Mmh. Hmm. Ouais, c'est vrai que tu peux l'appliquer aussi à l'art, en disant, mais, non, mais Ouais. ça ne sert à rien, j'ai pas le niveau, ou de toute façon, je vais Mmh. rater. Ok, tu prends Picasso, est-ce qu'il se dit ça? Ah bah non, il se dit pas ça. Mmh. Est-ce qu'il va quand même essayer? Ouais, il va quand même essayer, ouais. Mmh. Bon, bah alors finalement, Mmh. tu peux faire la même chose. Mmh. Et peut-être que lui, il se posait aussi ces questions-là, hein. Oui. Ah, c'est possible, mais sauf Ça que va vous avez donner? Est-ce que ça va être joli? mmh. Surtout lui, il était très contrariant dans Ouais. son style. Mmh. Donc, c'est assez intéressant de voir que finalement, l'identité, elle est. Je me demande si on n'a pas 10 000 identités. Parce que toi, tu me perçois d'une certaine manière, moi, je me Mmh. perçois d'une certaine manière, on prend quelqu'un d'autre, il va me percevoir d'une certaine Ouais. manière. Mmh. Est-ce que l'identité, c'est pas quelque chose qui est juste complètement 100% subjectif et qui dépend vraiment de ce que tu apportes à l'autre et ce que tu t'apportes à toi, finalement? Mmh. Bah, elle est complètement malléable, en fait, ton identité. Tu as même des personnes comme le transgenre, la non-binarité, et cetera, et cetera. Ça fait partie des questions de l'identité, et quand tu vois que tu peux te transformer du rôle que tu peux jouer, parce qu'il y a un temps pour tout, tu vas pas, un enterrement, chanter du Patrick Sébastien ou des trucs comme ça. Même si tu peux en avoir envie, pourquoi pas? Mais je veux dire, si tu vois, il y a le rôle qu'on joue dans certaines situations parce que c'est le rôle qu'on doit jouer. Tu vois, quand je sais pas si c'est un parent qui son enfant est malade, il doit jouer le rôle du parent responsable qui prend soin de son enfant, parce que c'est aussi son devoir, son éthique personnelle qu'il s'instaure. Donc et c'est pour ça que l'identité, finalement, je rejoins un petit peu, Clément Rosset ou Parfit qui disait que, bah, ça n'existe pas. C'est qu'on a besoin que ça existe pour pouvoir se situer dans l'espace et le temps et dans l'administration française. Mais au fond, finalement, elle est à l'image du temps, de la terre et de la nature, c'est qu'elle change en permanence. Ouais. Et un exemple qui est, je trouve, hyper parlant, ce sont les acteurs. Mmh. Si tu prends Jean Dujardin, bah, il a, il a son identité Jean Dujardin, mais il a Mmh. aussi l'identité Bryce de Nice. Ouais. Mmh. Ouais, et il a aussi l'identité de tous les rôles qu'il a pu jouer dans les différents. Mmh. Il a l'identité de Lucky Luke. Ouais. Mmh. Et du coup, c'est quand même perturbant de se dire, bah, je peux endosser une identité comme je peux enfiler un costume finalement. Mmh. Ouais. Ah bah oui, et ça, malheureusement, beaucoup de personnes le font, tous les jours, qui vont au boulot, la boule au ventre et qui vont dire: «Ah ça va Gérard?» «Bah oui, ça va», alors qu'intérieurement ils sont morts. Ou, qui disent à leur femme, leur mari, «Mais oui, je t'aime», alors que pas du tout. Enfin, tous ces choses comme ça. C'est la En fait, étant donné que dans l'univers, tout n'est que mouvement, tout n'est que changement, et qu'en tant qu'humain, nous sommes une toute petite partie infime de cet univers, c'est normal que nous changeons également. Hmm. Et j'ai l'impression que révéler son identité, c'est un peu faire tomber le masque. Mmh. C'est se C'est rendre ouais. vulnérable face à Mmh. l'autre. C'est ça. Bah, tu vois, le mot personne ou personnage vient de persona en grec, qui étaient les masques que mettaient les comédiens au théâtre, Hmm. et du coup, c'est quand tu fais tomber les masques, c'est que déjà, souvent, c'est par rapport à soi, on peut être surpris de qui on est vraiment, et aussi par rapport aux autres, par souci, d'honnêteté. Hmm. Et si on creuse de ce côté-là, comment on fait pour faire tomber le masque? Je pense que ça commence par l'acceptation. Tu vois, moi,
Professionnellement, je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps où finalement je m'étais très éloigné j'ai fait mon boulot pour justement vivre de mes idées, vivre de la philo. Je m'en suis remis ensuite vraiment purement en vente, marketing, business, etc. Et finalement, c'est ce qui fait que n'étais plus moi-même. J'ai cette image de moi, de philosophe, de vieux sage ou des choses comme ça qui peuvent être un peu pompeuses étant donné mon jeune âge, mais c'est ce que j'incarne le mieux finalement. C'est ce que les gens viennent chercher chez moi, c'est ce que j'apprécie aussi chez moi. Et dès tout petit, j'étais toujours comme ça. Et comment Et tu donc, fais la différence entre c'est vraiment ça que je suis, un vieux sage, un philosophe, et le fait de se dire ça, que ce soit limitant et que ce soit, est-ce que c'est pas un masque supplémentaire que tu te mets pour bah, peut-être ne pas aller chercher du côté du marketing, de la vente, etc. Quelque chose que tu as embrassé un moment et aujourd'hui où tu te dis non, ben, en fait, c'est pas moi. Comment différencier ce qui est vraiment de toi de ce qui est de l'ordre du masque? bah, un petit peu comme toi avec la peinture, c'est que je vois que dès l'instant où je parle de philo, dans mes posts, sur les réseaux sociaux, etc., déjà, je prends du plaisir, et c'est ce qui fait le plus de vues. Mhm. J'ai fait un post sur la fidélité à soi. Je sais plus, alors j'ai pas beaucoup de personnes sur LinkedIn, mais ça a fait à peu près 2000 impressions, alors que je crois que je dois avoir 400 personnes abonnés. J'ai fait le même sur Insta, ça a buzzé à mon échelle, tu vois. Mais à la fois, j'ai pris du plaisir à l'écrire et les gens ont pris du plaisir à le lire, du coup. Et alors, j'avais pas les larmes aux yeux comme tu peux l'avoir avec la peinture, parce qu'il n'y a pas, c'est pas si visuel que ça. Mais il y a cet instant de flow dans lequel tu peux être quand tu écris. Et le plaisir que tu prends, là, je relis tous les stoïciens, je prends plaisir à faire ça, je prends plaisir à faire de la recherche, et je vois pas le temps passer quand j'en parle. Et ça se voit dans ma manière de discuter aussi. Ouais. Ouais, un bon indicateur, c'est ce que tu as dit, c'est le fait de ne pas sentir le temps passer Mhm, dans une activité que tu peux faire et cette activité fait partie de toi à ce moment-là. mhm, mhm. Hmm. Ah, mais c'est bien, je trouve qu'on a pas mal d'éléments de réponse là, hein. Ouais, carrément. Il y a la conclusion en suspens qui est de dire que bah, l'identité est malléable, elle se construit au fur et à mesure de notre vie et des actions que l'on met. Si on n'apprécie pas notre identité, il faut faire confiance à son corps, au sens de on va ressentir si on joue un rôle ou pas. Et dans ce cas-là, si on ne sait pas qui on est, ce qui arrive des fois au cours de la vie, se demander bah, qui on ne veut pas être, qui on ne veut plus être, et décider un petit peu de quel type de personne on a envie de devenir, et réfléchir du coup au futur. Que ferait cette personne que j'ai envie de devenir pour avoir les actions au présent? Ouais. Et en parallèle de ça, d'autres indices comme à quel moment je porte un masque, Mhm, à quel moment j'accepte et je me rends vulnérable face à l'autre, mhm, et à quel moment je ne vois pas le temps passer. mhm. Et ça Ok, va ouais. aussi donner des réponses sur qui je suis. Mhm, À l'instant T, puisque comme tu as dit, c'est changeant. mhm. Peut-être que dans 10 ans, tu feras plus du tout de philo Ah, c'est possible. et tu feras que du marketing. Que ouais. Oh, sale marketeur de merde, là. C'est la fin de cet épisode. Merci pour nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'oubliez pas que cet épisode est également disponible sur toutes les plateformes de podcast et vous avez également tous les liens en description de cet épisode sur Simon et moi-même. Merci à vous et à bientôt. Salut.